après la glorieuse issue de la guerre contre les Gantois, le duc retourna à Lille. Ainsi la cour de Bourgogne revint à son repos et à son loisir. Les fêtes recommencèrent comme auparavant. Le comte de Charolais avait la passion des tournois. Il aimait toutes sortes de mouvements, de fatigues, de peines, comme s'il eût été un pauvre gentilhomme cherchant à faire sa fortune. Son esprit avait aussi grande activité. Maintenant, ce n'étaient plus les histoires de chevalerie qu'il se faisait lire, mais les histoires de Rome, qui lui semblaient bien grandes et remplies de merveilleux faits de guerre. Il était aussi bon compagnon et bienvenu des femmes, mais pour cela n'était pas moins exact au service de Dieu, observant au moins tous les jeûnes ordonnés par l'Église. Fort charitable et donnant toujours l'aumône aux pauvres sur son passage. Pendant que le duc était occupé de sa guerre contre les Gantois, le 29 mai 1453, la ville de Constantinople, depuis si longtemps menacée par les Turcs, abandonnée de toute la chrétienté malgré les instances pressantes et répétées adressées au roi et au prince, avait enfin été prise d'assaut par les infidèles. L'empereur d'Orient avait été tué. Il n'y avait sorte de profanation, de cruauté, d'horreur qu'on ne raconta partout, comme ayant été commises par les Turcs. Les reliques brûlées, les hosties traînées dans la boue, le massacre des fidèles. Il y avait là de quoi émouvoir tous les chrétiens, et certes, ils pouvaient se reprocher d'avoir répandu leur sang et employé leur courage à de vaines querelles plutôt qu'à épargner de tels affronts à leur sainte croyance. C'était le sujet de tous les discours. Le duc Philippe avait sur ce sujet moins de blâme à endurer qu'aucun autre prince. On savait que son plus cher désir avait toujours été de guerroyer contre les infidèles. Seul, il avait fait passer des secours dans l'Orient. Avant sa guerre contre les Gantois, en 1451, il avait envoyé Jean de Croÿ et le bon chevalier Jacques de Lalaing en ambassade au roi de France et d'Aragon pour les conjurer de s'entendre avec lui afin de sauver Constantinople du joug où elle allait passer. Depuis 10 ans et plus, il avait maintes fois essayé de réveiller la négligence des autres princes sans pouvoir les rappeler à ce saint devoir de chrétien. Déjà, à son dernier chapitre de la Toison d'Or, le duc avait, pour ainsi dire, fait prêcher la croisade à ses chevaliers, avant que la guerre de Gand vînt occuper toutes ses pensées. Aussi ce fut à lui que le pape s'adressa dès qu'il le sut libre et en paix pour l'engager à réparer ce qu'on aurait dû empêcher et à se réunir avec les rois de la chrétienté en une croisade contre les Turcs. Un chevalier arriva à Lille de la part du Saint-Père. Il y fut reçu honorablement, et le duc résolut de donner un grand éclat à l'entreprise chrétienne dont il voulait être le chef. Il chercha tous les moyens pour émouvoir d'un zèle pieux les seigneurs, les nobles et les sujets de ses États, afin que, par dévotion et sans contrainte, ils l'aidassent de leur personne ou de leurs biens. Il tint à ce sujet plusieurs conseils, et l'on avisa que rien ne serait plus à propos pour un tel dessein que de profiter d'une de ces fêtes et de ces banquets qui avaient attiré à Lille un si grand et noble concours. On fit en même temps courir le bruit parmi le peuple que le pape était menacé lui-même par la puissance des Sarrasins et infidèles, et que le chevalier venu de sa part avait apporté le défi qu'il avait reçu du grand Turc. On faisait remarquer au peuple la ruse de ce Turc qui feignait de ne vouloir conquérir la chrétienté que pour recouvrer sa seigneurie temporelle sans toucher à la foi. Chacun parmi le vulgaire voyait bien qu'il ne fallait pas se laisser abuser ni rester sans défense contre un si puissant ennemi. Mais la cérémonie que le duc avait préparée afin de recevoir l'engagement des chevaliers et des gentilshommes devait avoir sur eux plus de pouvoir encore qu'une telle lettre. Les principaux conseillers pour cette fête, dont les préparatifs durèrent plus de 3 mois, furent le sire Jean de Lannoy, seigneur rempli d'invention et de goût pour les choses nouvelles, et le sire Olivier de la Marche, ancien page du duc, qui depuis écrivit le récit des choses de son temps. Le duc s'occupait sans cesse avec eux de tous les détails, et on les tenait fort secrets pour mieux surprendre la cour de Bourgogne. C'était l'usage pour lors qu'à la fin de chaque banquet, un intermède était représenté pour le plaisir des convives et qu'un des acteurs venait placer une couronne de fleurs sur la tête du prince ou du seigneur qui était convié à donner le banquet suivant. Le jour du festin du comte d'Étampes, lorsque le repas fut terminé et les mets enlevés, venait une jeune dame de l'âge de 12 ans, toute brillante d'or, vêtue de soie violette brodée en lettres grecques. Elle était montée sur une haquenée conduite par 3 écuyers. Ce cortège fit le tour de la table en chantant, s'arrêta en face du duc. Le héros annonça en vers la venue de cette dame qui se nommait, disait-il, la princesse de Joie.
Les 2 chevaliers l'aidèrent à descendre de sa haquenée. Elle monta sur la table par des degrés, s'agenouilla par 2 fois et posa le chapeau de fleurs sur la tête du bon duc. Il l'embrassa et annonça son banquet pour 8 jours après. Pendant la matinée de ce jour-là, M. Adolphe de Clèves fut le tenant d'une entreprise d'armes sous le nom du Chevalier du Cygne. Le prix de la joute devait être un signe d'or, attaché d'une chaîne d'or avec un rubis au bout, et c'étaient les dames qui devaient le donner. Après ce beau tournoi, on se rendit dans la salle du banquet. Elle était immense et tendue d'une belle tapisserie représentant les travaux d'Hercule. On y avait dressé 3 tables chargées de belles décorations. Sur la table du duc était une église avec ses vitraux, ses cloches, son orgue et des chantres dont la voix accompagnait cet instrument. Une fontaine qui présentait la figure toute nue d'un petit enfant jetant de l'eau de rose. Un navire avec ses mâts, ses voiles et les matelots grimpant au cordage qui faisaient les manœuvres de mer. Une prairie plantée de fleurs et d'arbrisseaux avec des rochers de rubis et de saphirs. Au milieu, une fontaine représentant Saint-André sur sa croix. Sur la seconde table, on voyait un pâté qui renfermait un concert tout entier de 28 musiciens. Le château de Lusignan avec ses fossés et ses tours. Sur la plus haute se montrait la fée Mélusine avec sa queue de serpent. Un moulin placé sur un tertre. Au haut était une pie, et des gens de tous états tiraient dessus avec leurs arbalètes. Un vignoble, au milieu duquel étaient les 2 tonneaux du bien et du mal avec leur liqueur douce ou amère. Un homme richement habillé donnait à choisir. Un désert où un tigre combattait un serpent. Un sauvage sur son chameau. Un homme qui battait un buisson d'où s'envolaient de petits oiseaux. Près de là, sous un berceau de roses, un chevalier et sa mie étaient les oiseaux chassés par l'autre, et les prenaient en se moquant de lui. Un ours monté par un fou, gravissant une montagne glacée, un lac environné de villages et de châteaux avec une barque qui y voguait. La 3e table était plus petite. Elle n'avait que 3 décorations. Un porte-balles qui apportait sa marchandise dans un village, une forêt des Indes avec des animaux féroces, un lion attaché à un arbre et, près de lui, un homme qui battait son chien. Le buffet resplendissait de vases d'or, d'argent et de cristal. Il était surmonté de 2 colonnes. L'une portait une statue de femme à demi vêtue d'une draperie blanche où l'on avait écrit des lettres grecques. De ses mamelles jaillissait de l'hypocrase. Un lion vivant était attaché à l'autre colonne par une forte chaîne de fer. Au-dessus, on lisait « Ne touchez point, madame ». Autour de la salle régnaient des échafauds en amphithéâtre pour les spectateurs. Le duc Philippe était vêtu avec une richesse plus grande encore que de coutume. On assurait qu'il portait sur sa personne des pierreries pour plus d'1 million d'écus d'or. Pour la première fois depuis longues années, ses habillements n'étaient pas tout noirs. Il était mis en noir et gris. Ces gens aussi portaient ces couleurs en leur livrée. Quand chacun fut assis, le service commença. Chaque plat était porté par un chariot d'or et d'azur qui descendait du plafond. En guise de bénédicte, les musiciens de l'église et du pâté chantèrent une très douce chanson, puis commencèrent les intermèdes. 2 trompettes assis dos à dos sur un beau cheval jouèrent des fanfares en faisant le tour de la salle. On vit après un sanglier énorme monté par un monstre, moitié homme, moitié griffon, qui lui-même portait un homme debout sur ses épaules. Un rideau de soie verte s'ouvrit ensuite et l'histoire de Jason et de la toison d'or fut jouée en l'honneur de l'ordre du duc. Les taureaux qui jetaient des flammes domptés par Jason et attachés à une charrue. Le dragon qu'il tuait et dont il semait les dents qui se changeaient en soldats, tout cela parut merveilleusement exécuté. On vit ensuite un cerf blanc aux cornes dorées qui chantait avec son conducteur, un dragon de feu qui traversa la salle et une chasse au vol où 2 faucons abattirent un héron. Mais tout cela n'était que des passe-temps mondains. Enfin arriva le véritable intermède. Un géant coiffé du turban et vêtu d'une longue robe s'avança conduisant un éléphant. Une tour s'élevait sur l'animal et l'on voyait au créneau une dame. Elle portait un voile blanc à la façon des religieuses et un grand manteau noir. C'était le personnage de Sainte Église. Il était représenté par Olivier de la Marche. Cette dame semblait fort et pleurer. Elle commença une longue complainte sur tous les maux que lui faisaient les infidèles et implora le secours du duc et des nobles chevaliers ici présents. Alors entra Toison d'Or avec 2 chevaliers de l'ordre. Le roi d'armes portait un faisan vivant, orné d'un collier d'or et de pierreries. Il fit une profonde révérence au duc, lui dit que l'ancienne coutume des grands festins était d'offrir aux princes et seigneurs quelques nobles oiseaux pour faire un vœu, et qu'il venait avec les dames et les chevaliers faire hommage du faisan à sa vaillance. Le duc dit alors à haute voix : « Je vois Dieu premièrement, puis à la très glorieuse Vierge Marie, aux dames et aux faisans, que je ferai ce qui est écrit. »
et il remit à Toison d'Or le billet suivant, en lui ordonnant d'en faire la publique lecture. Le plaisir du très chrétien et très victorieux prince Monseigneur le Roi est sans doute d'entreprendre à exposer son corps pour la défense de la foi chrétienne et pour résister à la damnable entreprise du grand Turc et des infidèles. Alors si je n'ai loyale excuse de mon corps, je le servirai de ma personne et de ma puissance en ce saint voyage le mieux que Dieu m'en donnera la grâce. Si, pour ces grandes affaires, il est disposé à ne pas y aller et à ne pas y envoyer, et que les princes chrétiens entreprennent ce saint voyage, je les accompagnerai et m'emploierai avec eux, pourvu que ce soit le plaisir et le congé de mon dit Seigneur, et que les pays que Dieu m'a confiés soient en paix et en sûreté. À quoi je travaillerai et me mettrai au tel devoir que Dieu et le monde connaîtront, qu'il n'aura pas tenu à moi d'y aller. Et si, durant ce voyage, je puis par quelque manière savoir que le dit grand Turc a volonté d'avoir affaire avec moi corps à corps, je le combattrai avec l'aide de Dieu Tout-Puissant et de sa très douce mère, lesquelles j'appelle toujours à mon aide. Sainte Église remercia le duc et commença à faire le tour des tables, recevant l'un après l'autre le vœu de chaque seigneur et de chaque chevalier. Le duc de Clèves, le comte de Saint-Pol, monsieur de Charolais, le comte d'Étampes, tous les princes et les grands seigneurs vouèrent d'aller à la croisade. C'était un empressement général. Les convives s'animaient. Plusieurs commencèrent par ajouter quelques clauses particulières à leurs vœux, ainsi qu'ils avaient vu dans les histoires de chevalerie ou les chroniques. Le seigneur du Pont promit de ne jamais se mettre au lit le samedi jusqu'à l'accomplissement de son vœu. Le sire de Haubourdin de ne pas se désister de son entreprise qu'il ne tint en son pouvoir le Turc mort ou vif. Le sire de Hennequin de ne manger les vendredis nulle chose qui eût reçu mort jusqu'à ce qu'il se fût trouvé main à main avec les ennemis de la Sainte Foi et d'aborder au péril de sa vie la bannière du grand Turc. Philippot fit vœu de ne pas s'asseoir à la table les mardis et de ne jamais porter en cette entreprise d'armure au bras droit. Sur cela, le bon duc Philippe l'arrêta et lui dit qu'il fallait au contraire venir bien et suffisamment armé. Antoine Rolin promit de servir dans ce voyage si son père voulait le lui permettre et en faire les frais. Et son père, Nicolas Rolin, le vieux chancelier de Bourgogne, s'engagea à l'y envoyer avec 24 gentilshommes entretenus à ses frais. Hugues de Longueval voua qu'une fois parti, il ne boirait pas de vin avant d'avoir tiré du sang un infidèle et qu'il passerait 2 ans à la croisade, dût-il y rester seul, à moins que Constantinople ne fût repris auparavant. Puis les uns vouaient de combattre corps à corps, les autres de ne pas revenir avant d'avoir jeté un Turc les jambes en l'air. Chacun en chérissait sur l'autre, l'émulation, le vin les échauffait. C'était une sorte de folie, si bien que Jean de Rébrognette, écuyer tranchant du bâtard de Bourgogne, finit par avouer que s'il n'avait point les faveurs de sa dame avant la croisade, il épouserait au retour la première dame ou demoiselle qui aurait 20 000 écus. Le comte de Saint-Pol, pour continuer encore cette suite de fêtes, fit publier qu'il donnerait 1 mois après, dans la ville de Cambrai, un grand tournoi où il serait tenant avec 40 chevaliers. Cette entreprise d'armes devait se faire au nom du chevalier de la Licorne. Mais le duc commençait à être fort mécontent du comte de Saint-Pol. Il le trouvait trop attaché aux intérêts du roi. Dans son vœu du faisant, il avait fait réserve expresse de la volonté du roi comme s'il n'eût pas été sujet du duc de Bourgogne. En outre, il était au nombre des seigneurs de cette cour qui se montraient de plus en plus mécontents de la haute faveur d'Antoine de Croÿ. Le duc résolut donc de lui montrer son ressentiment et déclara que ni lui ni ses serviteurs ne paraîtraient au tournoi de la Licorne. En même temps, il rompit un projet dont le comte de Saint-Pol s'occupait depuis longtemps. Le mariage de son fils avec Isabelle, fille du duc de Bourbon. Le duc de Bourbon y avait déjà consenti, mais Isabelle avait toujours été élevée à la cour de Bourgogne, et son oncle, le duc Philippe, disposait d'elle plus que son père. Il se décida tout d'un coup à la marier à monsieur de Charolais. La duchesse de Bourgogne avait eu d'autres vues. Elle était princesse de Portugal, fille de Philippa de Lancastre, et avait toujours aimé l'Angleterre plus que la France. Son dessein était donc de marier son fils à la fille du duc d'York, celui qui à ce moment même disputait la couronne au roi Henri VI. Le duc Philippe voulut faire finir toute cette secrète négociation qui ne lui convenait pas. La duchesse avait du crédit sur son fils, elle lui avait inspiré une grande préférence pour le mariage qu'elle souhaitait. Plusieurs seigneurs avaient été prévenus aussi contre le choix du duc. Aussi trouva-t-il de l'opposition et dans son conseil et dans sa famille. Le bâtard de Bourgogne, qui était en grande amitié avec monsieur de Charolais, favorisait surtout le désir de la duchesse. Le duc Philippe fit venir son fils.
« J'ai su, dit-il, que tu sembles opposé au mariage que je veux que tu fasses. Je ne sais qui te pousse, mais on m'a dit que tu voudrais te marier en Angleterre. Je veux bien que tu saches que si j'ai eu de grandes alliances avec les Anglais pour venger la mort de mon père, jamais pour cela je n'ai eu le cœur anglais. Si je savais que tu fisses ce mariage et que tu voulus cette alliance, je te bouterais hors de mes pays et tu ne jouirais jamais des seigneuries que je possède. Bien plus, si je croyais que mon fils bâtard ici présent ou tout autre te le conseilla, je le ferais mettre dans un sac et jeter à la rivière. » Le duc ne voulut point qu'on tardât davantage à suivre sa volonté. On n'avait point le consentement du duc ni de la duchesse de Bourbon. Les futurs époux étaient cousins germains et il fallait avant tout la dispense du pape. N'importe, il fallait conclure les fiançailles, sauf à faire le mariage après lorsqu'on aurait consentement et dispense. Ce qui donnait au duc cette précipitation, c'est qu'il voulait partir pour l'Allemagne, où il devait aller conférer avec l'empereur et les princes à la diète de Ratisbonne pour les projets de croisade. Il laissa le comte de Charolais pour son lieutenant général et le chargea du gouvernement de ces États de Flandre, en lui donnant pour conseiller le chancelier de Bourgogne, le sire de Croÿ et Pierre de Goux. Puis se mit en route vers la fin de mars 1454, presque sans avoir annoncé son départ, avec une suite de 100 hommes environ, n'emmenant aucun de ses principaux serviteurs hormis Simon de Lalaing et Philippe Pau. 2 jours après, on publia une ordonnance qu'il avait tenue fort secrète et qui causa une grande surprise. Tant de festins, de tournois, d'intermèdes et de magnifiques divertissements avaient fort dérangé ses finances. Pour les réparer quelque peu et guérir par l'épargne ce que lui avait coûté sa profusion, son ordonnance congédiait pour 2 ans tous les serviteurs de son hôtel sans leur accorder aucun gage. Il y en avait qui le servaient depuis longtemps et qui étaient sans autre ressource. Il était dû à d'autres de fortes sommes dont le paiement n'était ni promis ni réglé. Les archers de la garde du corps murmuraient et disaient qu'ils iraient servir en Angleterre. Toute cette foule de domestiques de divers états qui avaient coutume de vivre largement dans cette grande maison toujours si abondante ne savait plus où aller, et le fou de la cour disait que le duc avait rompu la manche du gigot. Le duc traversa la comté de Bourgogne et passa en Suisse. Ses alliés, les seigneurs de Berne, lui firent une réception superbe. Les petits-enfants de la ville portaient des bannières à ses armoiries et criaient « Vive Bourgogne !» À Zurich, à Constance, ce fut le même accueil. On venait au-devant de lui, les villes défrayaient toutes ses dépenses. Enfin, il était partout reçu comme s'il eût été le souverain, tant sa renommée était grande dans la chrétienté. Lorsqu'il fut entré en Allemagne, l'empressement était plus grand encore. Les princes et les seigneurs du pays de Souabe venaient lui faire cortège avec tous leurs hommes, lui envoyer des présents et des vivres. L'empereur lui-même n'aurait pas eu un tel accueil. Les villes ne lui rendaient pas de moindres honneurs. Sur sa recommandation, elles mettaient leurs prisonniers en liberté. Les différends qu'elles avaient entre elles ou avec des seigneurs étaient soumis à son arbitrage. À Ulm, où il passa quelques jours, les princes de la maison de Wurtemberg lui envoyaient chaque jour du gibier, du vin, de l'avoine pour ses chevaux. Et le comte de Wurtemberg, qui avait épousé sa cousine Marguerite de Savoie, vint le conjurer à passer par sa ville de Stuttgart au retour de Ratisbonne. Le duc de Bavière, son parent et son allié, ne se montra pas moins magnifique dans son hospitalité. Après lui avoir fait traverser Ingolstadt, il le conduisit à Ratisbonne par le Danube sur des bateaux pompeusement ornés. Il n'y trouva point l'empereur. Frédéric d'Autriche n'était point un prince qui aima beaucoup la guerre, ni la chevalerie. Il ne songeait guère qu'à son repos, et n'avait pas même cherché à augmenter sa puissance. Les couronnes de Bohême et de Hongrie lui avaient été offertes, et il les avait refusées. Sa renommée était mauvaise parmi les seigneurs et les chevaliers. Il le trouvait endormi, lâche, pesant, rêveur, mélancolique, avare, dissimulé, se laissant insulter à sa barbe sans avoir le cœur de se venger, enfin insensible à l'honneur. Il était donc bien éloigné d'entrer dans les projets aventureux de la croisade. En outre, tous ces honneurs que les princes d'Allemagne rendaient au duc de Bourgogne, ce faste dont il était environné ne lui plaisait guère. Il ne vint point à Ratisbonne et se retira au contraire dans son duché d'Autriche. Toutefois, un ambassadeur et son secrétaire, Eneas Silvio Piccolomini, y furent envoyés de sa part. On se vit contraint d'assigner une autre journée dans le mois de novembre à Francfort pour y régler les projets de croisade. Le duc ne voulait pas être si longtemps absent de ses états. On commençait à s'y inquiéter de ce qu'il était devenu. Les uns disaient que l'empereur l'avait fait prendre et le tenait enfermé dans quelque forteresse. D'autres allaient même jusqu'à publier que le bon duc était mort dans ce lointain voyage. Il lui fallut songer au retour. Il s'excusa de venir en personne à Francfort, mais promit d'y envoyer des ambassadeurs. Le marquis de Brandebourg et quelques villes impériales d'Allemagne le pressèrent de faire encore quelques séjours en Allemagne pour y recevoir les fêtes que partout on voulait lui donner. De là, dans les domaines du duc d'Autriche, il rentra en Suisse par Bâle. Le duc passa quelques mois dans ses États de France. Il eut à Nevers une entrevue avec le duc d'Orléans. Il lui parla des projets de croisade, des conférences qu'il avait eues à ce sujet en Allemagne,
de l'assemblée qui allait se tenir à Francfort et du dessein qu'il avait d'envoyer des ambassadeurs au roi pour savoir ses intentions. Il traita aussi le mariage de Monsieur de Charolais. La dispense du pape était arrivée. Le roi avait fait répondre qu'il donnait son agrément à cette alliance. Sans vouloir qu'on attendît son retour en Flandre, sans déférer au désir de la duchesse de Bourgogne qui avait le projet d'aller aux noces, il envoya Filippo en toute diligence à Lille, avec ordre que tout aussitôt le mariage fût célébré et consommé. La duchesse de Bourgogne, bien qu'elle eût souhaité une autre alliance, aimait beaucoup mademoiselle de Bourbon, qui avait été élevée dans sa maison. Elle obéit volontiers aux ordres de son mari et monsieur de Charolais du moment que madame Isabelle fut sa femme, lui porta le plus grand et le plus fidèle amour. Ce fut un exemple bien rare et fort admiré dans un temps où les princes respectaient si peu la foi du mariage et où chacun se faisait gloire de tromper les femmes. Même les prélats et les gens d'église qui étaient, disait-on, plus dissolus encore que les autres. Après l'assemblée de Francfort, le duc qui était encore à Dijon envoya Simon de Lalaing au roi pour lui rendre compte de ce qui venait d'être réglé en Allemagne. Le Conseil de France ne pouvait pas être fort disposé à cette croisade dont on parlait tant. Les sages hommes qui s'y trouvaient et que le roi écoutait beaucoup songeaient bien plus à guérir les maux du royaume et à le relever de sa longue ruine qu'à chercher les glorieuses et lointaines entreprises.